Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. on est très heureux de vous retrouver ce matin pour cette deuxième et dernière journée des conférences LIS. De la même manière qu'hier, je suis toujours accompagné de Arnaud et de Rémi. Salut. On va donc lancer cette deuxième journée. Pour ceux qui étaient déjà hier, ça va être peut-être un petit peu redite pour ces premières minutes. Et puis ensuite, on commencera avec la première conférence dès 10h. Alors, les conférences LIS pour Level Up Your Information System Event, avec un fabuleux accent anglais. Qui sommes-nous? Étudiants à Césies École d'ingénieurs, on organise donc un cycle de 12 conférences, hier et aujourd'hui. Césies École d'ingénieurs, c'est 25 campus en France. C'est une pédagogie particulière, un enseignement actif par projet. Conférence que vous voyez là, c'est dans le cadre de nos cours, de l'école. Un diplôme validé par la CTI, la commission des titres d'ingénieur. Et puis, le groupe Césies a aussi des activités d'enseignement professionnel et puis des activités également de recherche via le laboratoire Lineact. D'ailleurs, en début de journée, donc à 11h, de 11h à 11h30, Romain Brunelot, enseignant formateur à Césies École d'ingénieurs, vous fera une petite présentation de Césies École d'ingénieurs justement. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pourrez en apprendre un petit peu plus. LIS Conférence, la première édition a eu lieu en janvier 2019. En septembre 2019, LIS est devenue une association à but non lucratif. Ça nous permet de faciliter l'organisation de cette conférence. La deuxième édition a eu lieu l'année dernière. Et donc, on est aujourd'hui réunis pour la troisième édition. Donc, si d'ores et déjà vous avez apprécié cette édition, si vous étiez là hier, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous trouvez ça top, vous pourrez bien sûr, il y aura une quatrième édition l'année prochaine. Pour les missions de LIS Conférence, plusieurs points. Donc tout d'abord initier le débat sur les transformations numériques de notre société. C'est dans le cœur de tout débat, notamment avec ce contexte. On a dû se réinventer. L'évolution des technologies aussi aide à ce renouveau, pardon. On doit aussi établir le lien entre les entreprises et les futurs diplômés. Bah oui, parce que en études, forcément, le réseau d'entreprises n'est pas énorme, donc ça peut servir à ça, notamment avec la présence d'hier avec Cisco. On a eu la ville d'Arras aussi, avec tous des professionnels qui concernent la nouvelle technologie, quoi. On doit aussi appréhender avec la nouvelle technologie, la tendance des systèmes d'information. On doit aussi promouvoir parce que on est étudiant en Césies, donc on porte quand même le drapeau Césies. On doit mettre à l'épreuve nos compétences aussi. On doit renforcer avec la veille technologique des étudiants. Et puis on doit aussi sensibiliser aux problématiques futures des systèmes d'information. Alors, comme on a déjà dit Rémi et puis Alexandre, cette année, un petit peu LIS est transformée, notamment à cause du Covid. Comme Alexandre vous l'a déjà précisé, on est sur un cycle de 12 conférences animées par les étudiants. La même chose qu'hier, chaque conférence dure 45 minutes, avec à la fin une phase de questions d'environ un quart d'heure. Et puis aujourd'hui, on aura, comme Alexandre l'a dit, l'intervention de Romain Brunelot, enseignant ici à Arras Césies, pendant la journée. Alors les partenaires pour cette troisième édition, puisque vous doutez bien, l'organisation de cet événement serait pas possible sans partenaires. Ces partenaires, ils nous apportent un soutien logistique, en communication, un soutien financier également, ou sur la participation à l'événement. Alors pour les citer rapidement, Fornoni-Amédée Travaux Ferroviaires, Parquet Plus, Cisco qui a réalisé une intervention hier, la ville d'Arras également, avec Pierre Ferrari, directeur stratégie numérique qui a eu on a eu le plaisir d'intervenir. Pour Cisco, c'était Cyril Vaillé, Solution Architect et Networking, Peugeot ADL Agent, Facila Compta et Triz Data Management. Concernant comment LIS s'organise cette année, on s'organise sur deux grandes parties, qui sont les Smart Cities et puis Industrie 4.0. Nos conférenciers, tout au long de leur conférence, vont revenir sur ces deux notions pour les expliquer plus en détail. Au programme aujourd'hui,
Bon, c'est pas très utile, mais c'est pas grave. Au programme, on va commencer avec, voilà, le contexte actuel, hein. Les pandémies, tout ça, tout ce qui tourne autour de ça. On aura le privilège d'avoir notre enseignant formateur, pardon, à saisie, qui nous fera une explication de ce qu'est le saisie, etc., plus en détail. On aura l'éducation. Ensuite, on fera une petite pause, pour déjeuner quand même, hein. Et puis, on reprendra avec les services de distribution d'eau. Oh là, c'est le matin, hein. De l'éco-conception d'une Smart Factory, l'alimentation et l'électronisme. Et puis on clôturera la journée. Voilà. Après ça, Alors, comment vous pouvez oui. poser vos questions aujourd'hui? Alors, besoin de ça. Alors, chose très importante, en premier lieu, il faut vous rendre dans le channel discussion publique. Attention de ne pas être dans vos notes ou alors en message privé avec d'autres personnes. Faites attention de bien être du coup dans les discussions publiques dans le numéro 1. Et après, tout simplement, dans le numéro 2, vous notez votre question. Les questions vont être lues par la note régie qui va à la fin, pendant les 15 minutes dédiées aux questions, les poser à nos intervenants. Donc, pas de panique si on lit pas tout de suite vos questions, on les lira à la fin. Et puis en plus, tous les étudiants ont réalisé des livres blancs, qui sont des petits résumés d'une dizaine de pages, enfin de 10 pages d'ailleurs, sur leur sujet, que vous pouvez trouver sur notre site. Alors le site c'est liste conférence, et puis surtout vous allez dans la partie donc planning, donc en suivant ce lien, vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Donc par exemple on va prendre la pandémie. Je vous montre au tableau, mais c'est vrai que ça ne marche pas comme ça. Vous cliquez sur pandémie. Et puis dans pandémie, vous allez avoir la petite vidéo de présentation et juste en dessous un lien pour télécharger le livre blanc, qui parle de la pandémie ici de Thomas et Pierre-Louis. Vous aurez également la possibilité de revoir les conférences si vous le souhaitez. Elles seront disponibles via un lien de rediffusion sur le site internet et puis sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous serez en plus tenu au courant de l'édition prochaine et puis des liens pour pouvoir accéder aux rediffusions. Voilà. On va vous laisser le temps d'aller chercher un petit café, nous aussi, et puis on se retrouve à 10h pour la première conférence de Pierre-Louis Mérat et Thomas Decléty qui nous parleront du coup de pandémie, sujet d'actualité, hein, comme on l'a dit, finalement, comment on peut casser des chaînes de contamination, ou en tout cas détecter les chaînes de contamination pour ensuite les casser avec les nouvelles technologies dans le contexte, par exemple, d'une Smart City. N'hésitez pas à partager le lien de cette conférence à vos amis, collègues. C'est très important d'avoir du monde quand même pour avoir plus d'interactions, pour les questions. Voilà. Donc on vous laisse sur ça et puis à tout à l'heure. Sujet plus que d'actualité, les pandémies. Aujourd'hui, pour détecter les chaînes de contamination, ou en tout cas le traçage des cas contacts, vous le savez, ça se fait plus ou moins manuellement, c'est effectué par un être humain qui vous appelle et puis où la personne qui est contaminée doit se déclarer elle-même. Alors on peut se poser la question, du coup, dans un contexte de Smart City, est-ce qu'on peut pas agrandir cette liste de personnes ou en tout cas utiliser les technologies de l'information pour nous permettre d'être plus efficaces dans le traçage des personnes contaminées? Comment détecter les chaînes de contamination? Quelles solutions techniques? Quels enjeux éthiques? C'est les questions que Thomas et Pierre-Louis vont tenter de répondre. Je vous laisse la parole. Merci bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être présents pour cette présentation. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, comme Alexandre l'a dit, la pandémie et plus principalement l'apport de la Smart City en contexte de pandémie. Donc, nous serons avec Thomas Decléty, donc camarade de classe de 5e année au CESI d'Arras. Donc, voilà. Donc, vous avez des petits QR codes qui mèneront sur nos LinkedIn professionnels si vous cherchez à nous rejoindre. Très bien. Donc la problématique, comme on l'a expliqué avant, on est bien sur un contexte de pandémie. Mais plus précisément, donc notre problématique, notre sujet, finalement, ça se rapporte à ça. Hein. Donc comment est-ce que la Smart City, donc ville connectée, permettrait d'automatiser donc la détection des chaînes de contamination dans un contexte de pandémie. En termes de sommaire, comment va se passer cette conférence?
Donc on va déjà commencer par une petite définition de la Smart City. Voilà, expliquer un peu ce que c'est. On va agrandir un petit peu cette définition pour partir sur les différents types de Smart City qui existent. Une fois que ça se sera fait en liaison directe avec notre sujet, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de contamination, donc les différentes parties qui la composent, etc., etc. Une fois que donc tout sera défini, on va partir sur tout ce qui est solutions déjà existantes dans le monde. Qu'est-ce qui, des solutions alors qu'elles soient relatives à Smart City ou pas, qui existent pour lutter contre les chaînes de contamination. On ira ensuite sur tout ce qui est gestion dans les Smart City. Qu'est-ce qui, même au sein même de la Smart City, on va scoper un peu sur la Smart City. Qu'est-ce qui existe déjà pour mettre en place, pour contrer cette pandémie, enfin les pandémies en général d'ailleurs. Une fois qu'on aura vu un peu tout ce qui existe, on essaiera de se projeter un peu et d'aller vers les solutions qu'on pourrait qualifier d'imaginables. Qu'est-ce qui pourrait venir dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Une fois qu'on aura vu tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui existe, on ira un peu sur les limites. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui est une limite pour les solutions qui pourraient exister. Et on fera un petit zoom sur tout ce qui est vie privée. Donc un sujet assez à la mode sur les problèmes qui peuvent concerner, notamment quand on pense aux problèmes liés au niveau du traçage des personnes, etc., toutes les données personnelles. Et on fera une petite conclusion sur ça. Voilà. La définition de la Smart City. Donc on va commencer par ça. Alors on va déjà commencer par une petite définition de la CNIL. C'est première chose au niveau de la CNIL pour la Smart City, c'est une notion de ville intelligente. Un concept donc de développement urbain où on utilise la technologie au service des gens qui habitent la ville. Alors il y a aussi la notion d'écosystème d'objets connectés, etc. Donc l'idée principale de la Smart City, parce qu'il y a plusieurs définitions qui existent, c'est bien une idée au service du citoyen, on met au service du citoyen la technologie dans la ville et les services connectés. Et donc une Smart City, on va dire qu'il y a plus ou moins 5 grands piliers qui la composent, que sont donc les réseaux, les transports, les e-services, les e-administrations et l'infrastructure publique en général. On va maintenant passer sur tous les différents types de Smart City qui existent. Et je vais laisser Pierre-Louis y aller. Oui, merci. Alors, tout d'abord, on a plusieurs types de Smart Cities, dont le centre de commande. Donc le centre de commande, c'est ce qui est mis en place par les communautés, et c'est un peu l'image qu'on peut avoir dans les Smart Cities. On peut imaginer comme sur l'image une personne qui est devant plein d'ordinateurs, avec des retours des caméras disposées dans la ville, également des statistiques, etc. Donc c'est dans ces centres de commande que toutes les informations arrivent, elles sont traitées, et ensuite on s'en sert pour, par exemple, la circulation, etc. On a également les types de Smart Cities dites urbanisme de plateforme. Donc ce sont des villes qui sont devenues intelligentes à l'aide des entreprises, telles que par exemple Uber, Deliveroo, Airbnb et bien d'autres. Donc par exemple, quand vous baladez en ville, vous allez utiliser Google Maps, vous allez faire des trajets, vous allez noter certains établissements où vous vous rendez. Et bien avec tout ceci, il va y avoir des algorithmes derrière qui vont prendre toutes vos données et qui vont dire, bah voilà, je sais que cette personne aime bien aller ici, elle va souvent faire ça. Et donc vous avez plein de données qui sont accumulées et ils sont capables de vous faire des recommandations. Donc c'est un peu un nouveau service et c'est un moyen également de rendre la ville un peu plus intelligente. Et pour le troisième type de Smart Cities, on a la Smart Cities dit citoyenne et civile. Donc c'est une Smart Cities où ce n'est pas directement la communauté qui l'a mis en place, mais plutôt les habitants d'un quartier par exemple. Ils se réunissent, ils se disent bah voilà, j'aimerais faire un petit projet où par exemple j'installe des capteurs pour la qualité de l'air. Et du coup, dans leur voisinage, ils vont mettre un petit capteur où ça va récupérer ces données-là. Ça va les envoyer à toutes les personnes qui ont été concernées par le projet. Et donc, on fournit des services avec des nouvelles informations. Mais sauf que ce sont directement les personnes habitant dans le quartier qui l'ont mis en place. Ça ne va pas passer par la mairie, etc. Donc maintenant, on va passer on va prendre un exemple de Smart City qui existe déjà. Et on va prendre ce qui est considéré comme pas mal d'entités la meilleure Smart City au monde, qui est Londres, et notamment grâce en fait à son data store.
Donc vous avez un lien en bas de cette diapositive qui vous amène directement sur le site de ce datastore. Alors en fait, le datastore londonien, c'est quoi? Ce sont des données donc qui sont réparties donc dans 8 domaines, donc à savoir tout ce qui est donc l'économie et le marché de l'emploi en général, tout ce qui est transport, tout ce qui touche à l'environnement donc dans la ville de Londres, tout ce qui touche à la sécurité publique, tout ce qui va concerner également les logements, les communautés, la santé, donc pour le coup ça nous intéresse un petit peu, et également donc la place de Londres dans le monde. Et donc en fait ce datastore, donc qui est, je rappelle, accessible à tous, donc contient en fait une très grosse quantité de données disponibles. Donc là vous avez par exemple l'exemple à droite sur tout ce qui va toucher l'environnement, où vous avez accès à vos émissions de dioxyde de carbone par secteur, donc par rapport au transport, par rapport au logement, etc. Et donc c'est toute cette collection, le fait que tout soit collecté et disponible rend Londres une ville vraiment pour le coup très connectée. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était la Smart City, on va passer un peu plus côté pandémie au niveau de la chaîne de contamination, et on va essayer de définir un peu ça. Donc faut savoir qu'une chaîne de contamination, en fait, c'est un cycle de transmission, c'est-à-dire le point de départ, c'est une personne qui est infectée, le point d'arrivée, c'est une deuxième personne qui est infectée par la première personne, et c'est composé de 6 éléments. Et donc du coup, la transmission est possible uniquement quand les 6 éléments dont on va vous parler après existent en fait. Et le fait de casser donc d'empêcher l'un de ces éléments d'arriver casse la chaîne de transmission. Et c'est donc pour ça que c'est bien une notion de chaîne fermée, comme vous voyez sur le schéma. Casser un des maillons provoque la fin de la transmission. Donc pour aller plus en détail sur les 6 éléments qui la composent, donc on a déjà le premier élément. Alors je vais essayer en même temps de vous expliquer, de paralléliser avec la situation actuelle avec le Covid. Le premier élément, c'est forcément l'agent infectieux, donc que ce soit une bactérie, un virus, un champignon. Donc nous, en l'occurrence, voilà, c'est le virus du Covid. Le deuxième élément, donc c'est le réservoir, ou c'est aussi appelé la source. Là, c'est la personne qui est infectée, donc la personne porteuse du virus. Vient ensuite donc la porte de sortie. Donc là, c'est un petit peu plus technique. C'est en fait la voie de transmission du virus. Comment est-ce que le virus il sort du corps du réservoir pour aller se transmettre. Donc là, typiquement pour le cas du Covid, ce serait les voies respiratoires. Ensuite, on a le moyen de transmission, c'est-à-dire par quel moyen le virus va sortir de la source pour aller vers un nouvel hôte. Donc en l'occurrence, pour le Covid, c'est le mode de transmission finalement il est aérien, c'est-à-dire que on porte un masque justement pour ça. Ensuite va venir donc la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est comment est-ce que le virus il est sorti de l'hôte, comment est-ce qu'il rentre dans un nouvel hôte non infecté. Et enfin donc l'hôte réceptif. Donc ça c'est la personne qui va recevoir le virus, la personne saine qui va recevoir le virus. Alors, je vais vous parler des contre-mesures qu'on peut établir, toujours en restant dans le cadre du Covid, qui est un sujet d'actualité, pour chaque maillon. Donc, comme Thomas l'a dit, si on brise un de ces maillons, la contamination n'est plus complète. Donc, pour tout ce qui est, on peut penser également au vaccin qui est en cours en ce moment, qui permettrait justement de briser l'agent infectieux ainsi que le réservoir, également les masques, qui sont devenus une généralité aujourd'hui. Donc, permettant de briser la chaîne de porte de sortie, car ça réduit grandement le rayon de propagation, et également la porte d'entrée. On pense également au gel hydroalcoolique pour le mode de transmission. On se balade dans la rue, on touche quelque chose, voilà, on a des germes sur la main, le gel hydroalcoolique va venir éliminer ces germes. Et pour la distanciation sociale, qui va venir briser les hôtes. Si les hôtes ne sont plus en contact physique, bien forcément la transmission ne se fait plus, et donc la chaîne est rompue. Donc maintenant qu'on a un peu défini tout ça, on va essayer de partir sur les solutions qui existent déjà pour se protéger des pandémies. Donc la première solution, vous voyez là la petite photo Stop Covid. Bon, maintenant c'est plutôt ça, c'est plus Stop tous anti-Covid. Donc là on est sur le scope un peu de la France. Donc les notions de tester, alerter, protéger. Tester, donc se faire tester, c'est-à-dire être capable de détecter si une personne est infectée ou pas, quand elle présente des symptômes, qu'elle se fasse tester, etc.
Alerter, donc là c'est plus la notion de, en cas de cas positif, on alerte à la fois tout ce qui est service de santé, mais aussi ses proches pour éviter toute infection supplémentaire. Et enfin protéger, donc là la notion de protection c'est donc toutes les mesures qu'on vient de citer précédemment, le port du masque, la distanciation sociale et en fait finalement au-delà de ça, le vaccin, donc pour dans un futur proche maintenant. Alors, ensuite, donc ça c'était on va dire une solution un peu générale. On a les autres solutions qui existent, qui là, elles sont plus basées sur la technologie, qui ont donc finalement, c'est aussi bien pour faciliter la détection que pour avoir du suivi sur les personnes, dans différents domaines du coup. Donc l'un des domaines qu'on va avoir là maintenant, c'est donc l'utilisation des appareils portables, portatifs en général. Tout ce qui est diffusion de messages de santé publique. L'utilisation de l'intelligence artificielle donc au service de cette détection. Tout ce qui est donc utilisation de rayons X. Et enfin des notions de protection avec le commerce électronique. Alors, donc, je m'attends à vous parler des solutions basées sur la technologie qui sont liées aux appareils portables. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les appareils portables, on va inclure tout ce qui est smartphone et également les appareils connectés, donc les montres connectées, par exemple. Donc, ces appareils sont devenus en quelque sorte une généralité. Donc, on peut récupérer de nombreuses informations sur les utilisateurs avec ces appareils. Donc, on peut par exemple récupérer la fréquence cardiaque, le temps de sommeil, le nombre de pas effectués dans la journée, ou également la température cutanée. Du coup, certaines entreprises ont décidé que ces données pouvaient être utiles pour vérifier certaines choses. Par exemple, le respect du confinement. On a pu remarquer, par exemple, que pendant les confinements, ces périodes de pandémie, le nombre de pas quotidiens avait grandement diminué. Par exemple, en Espagne, on avait perdu environ 38% de pas journaliers, 25% en Italie et 20% à New York. Alors, il y a d'autres entreprises qui ont décidé de pousser encore plus loin ces requêtes. Donc, désolé pour mon anglais, il y a Scripps Research qui, eux, ont utilisé principalement la fréquence cardiaque. Donc, en récupérant cette fréquence cardiaque, ils étaient capables de faire une moyenne journalière. Et si cette courbe s'éloignait trop, et ben, on savait que la personne avait un problème et on pouvait la contacter pour lui dire, eh bien, attention, on a détecté qu'il y avait peut-être des anomalies, consultez un médecin, faites-vous tester, etc. On a également Stanford Healthcare Innovation Lab. Donc eux, ils ont été encore plus loin, ils ont accumulé la fréquence cardiaque, le temps de sommeil, ainsi que la température. Donc toutes ces données étaient récupérées et ça passait dans un algorithme qui permettait de faire une moyenne de tout ça. Et encore une fois, si toutes ces données s'éloignaient un peu trop de la moyenne, on savait qu'il y avait potentiellement un problème et qu'on allait devoir alerter la personne qu'il y avait peut-être une anomalie. Alors, on a également les messages de santé publique. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez sûrement connaître, parce qu'on en voit souvent à la télé, à la radio. Et justement, la technologie a permis de bien aider à la diffusion de ces messages de santé publique. Aujourd'hui, on peut en recevoir assez rapidement. Donc, je pense par exemple, vous regardez votre série préférée, entre 2 épisodes, vous avez un message. Vous êtes dans votre voiture, à la radio ou sur les panneaux sur l'autoroute. Il y a de nombreux moyens maintenant de les diffuser et ça touche du coup forcément un grand nombre de personnes et bien plus facilement. On peut quand même parler un petit peu de l'Inde qui a fait un peu preuve de créativité en quelque sorte et ils ont demandé à ce que tous leurs opérateurs mobiles fassent un message de santé publique avec également des techniques de prévention inclus dedans. Et donc un jour, tout le monde a pu recevoir un SMS avec ces techniques de prévention ainsi qu'un message de sensibilisation. Alors maintenant, on va passer un petit peu sur donc tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce que donc oui, maintenant c'est un thème aussi un petit peu à la mode. Ça nous a permis, donc là je parle le monde, d'accélérer en fait tout ce qui est recherche de vaccins. En fait, finalement, logiquement, là vous savez, les vaccins existent, ils commencent à être appliqués, etc. En seulement 1 an, ils ont finalement été trouvés. Là où normalement un vaccin met plus normalement dans la dizaine d'années. Et donc en fait, je vais prendre l'exemple donc de la société de biotechnologie Nuritas. En fait, elle a fait le choix, le pari finalement d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire pour effectuer ses tests de recherche d'antiviraux contre le Covid.
Et ces tests finalement, ils ont plutôt bien payé puisqu'ils ont été capables d'avoir des pistes fonctionnelles sur seulement 4 à 5 mois. Et donc bon, après évidemment il y a tout ce qui est normes pour faire le vaccin, mais c'est bien un progrès au niveau de l'intelligence artificielle qui a permis d'accélérer la recherche et la solution au Covid au niveau du vaccinal. Au niveau donc des rayons X, donc ça c'est donc une autre alternative qui existe. En fait finalement ça concerne plus tout ce qui est partie test. Les tests aujourd'hui, donc ça se fait ça peut se faire par prise de sang, mais ça se fait principalement par écouvillon, test écouvillon dans le nez. Donc c'est des kits de test et finalement leur nombre il est relativement limité. Là, l'idée avec ça, c'est il y a des recherches qui ont été faites pour en fait tester directement avec le même principe que la radiographie. L'idée c'est finalement plus ou moins tout le pays est équipé de ces dispositifs, de pouvoir faire des centres et juste via une radiographie être capable d'une projection de rayon X, être capable de détecter si une personne est potentiellement porteuse ou pas du virus. Alors maintenant, je vais vous parler un peu du commerce électronique. Donc le commerce électronique, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours maintenant, c'est quelque chose qui est assez générique. Mais pendant cette période, c'est vrai que ça a été quand même un élément majeur dans la lutte. Donc comme on vous l'avait dit un peu plus tôt, on a les 6 chaînes pour la contamination, donc il suffit de briser un de ces maillons pour éviter la contamination. Donc si on pense au commerce électronique, on va plutôt être sur l'hôte, puisque on n'a plus besoin de se déplacer pour aller faire des courses. On a juste à commencer. Par exemple, un drive, il y a très peu d'interactions, ou vous faites livrer directement chez vous. Ça limite grandement l'interaction, et donc ça permet de limiter les contacts et l'infection. Bien sûr, ça a quand même un côté négatif, parce qu'on peut penser aux petits commerces, qui bien sûr ne peuvent pas forcément s'adapter à ce contexte. Donc pour ça, je vous invite à scanner le QR code qu'on a mis dans le diaporama. Il vous mènera sur un de nos posts LinkedIn qu'on a effectué sur la page, où on a parlé justement de ce problème et des moyens mis en place par l'État pour aider les petits commerces à s'adapter à cette crise. Donc maintenant, on va plutôt vous parler de la gestion de la pandémie dans les smart cities qui sont déjà existantes. Donc bien sûr, tout d'abord, on a les pays asiatiques qui, eux, utilisent déjà énormément la technologie et donc qui peuvent s'en servir, par exemple, pour le traçage des personnes avec les nombreuses caméras qu'ils ont installées. Donc si une personne est déclarée positive, on peut retracer son parcours et donc faire une liste des personnes. On peut penser également à Singapour qui a mis très en place rapidement Trace Together, qui est l'équivalent de Tous Anti-Covid, mais qui a été déployé très très rapidement. On a également la Corée du Sud qui a utilisé les nombreuses caméras, la géolocalisation des smartphones et les cartes de crédit pour retracer précisément le chemin des personnes et également les personnes rencontrées sur la route. On a également des entreprises de télécommunications qui sont venues pour faciliter le traçage des personnes. Donc principalement Apple et Google qui ont développé un système de traçage qui lui se valait moins invasif. On n'utilisait plus toutes les caméras, etc. Donc ça permettait à ce que les personnes l'acceptent plus facilement parce que le respect de la vie privée était déjà plus présent. Et donc il y a certaines régions où c'était quelque chose de compliqué pour eux. Donc avec un système comme ça, c'était plus facile pour eux de l'accepter. Mais bien sûr, donc, toutes ces solutions viennent mener à plusieurs questions, donc sur la gestion de la vie privée et la gestion de nos données privées. Et donc Thomas vous en parlera un peu plus tard dans le diaporama sur la vie privée. Donc maintenant, une autre façon de gérer la pandémie au niveau de la Smart City, c'est les Smart Cities qu'on va appeler les Smart Cities citoyennes, qui ont donc un impact quand même assez peu négligeable, qu'on peut en fait classifier en 3 grandes parties. Donc la première, c'est l'organisation de réseaux de solidarité. Donc là, finalement, c'est plus des communautés au sein de la ville qui vont permettre, voilà, d'agir au niveau de la pandémie. Alors on peut penser, par exemple, aux gens qui faisaient des courses groupées, etc. C'est une façon finalement de faire une gestion, des gens un peu plus sensibles en allant par exemple s'exposer au virus à la place d'elle. On a une notion un peu aussi de production de données, comme l'a dit Pierre-Louis tout à l'heure. Les gens qui voilà vont décider de poser des capteurs de pollution, des capteurs de nuisances sonores, etc. et qui les rendent publics, finalement ça peut, à grande échelle, ça peut finalement être une grosse production de données
Mais c'est bien finalement une initiative communautaire qui fait ça. Et finalement aussi finalement une notion de venir en aide aux plus vulnérables, là qui rejoint un peu la notion de communauté. Donc maintenant que voilà, on a vu un peu ce qui existe, on va essayer de se projeter un petit peu. Et voilà, de se mettre dans une situation où voilà, donc on est une personne lambda qui habite dans une smart city et voilà, qui va essayer de voilà, on est dans un contexte de pandémie mondiale et qui va essayer de se projeter sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour m'aider pour que la ville soit efficace dans la lutte de la pandémie. Et donc on en revient sur qu'est-ce que va apporter la smart city pour casser les chaînes de contamination du coup. Mais il y a aussi la notion de suivre efficacement les gens qui sont déjà infectés. Donc en première solution imaginable, donc on va essayer de parler d'exploitation de données, exploitation de données donc de sources diverses. Où là, finalement, donc on a plein de voilà, on est dans une ville intelligente, on a plein de données qui sont accumulées dans différents systèmes. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de nous dire, on va essayer d'établir la liste des cas contacts de cette personne en retraçant son parcours dans toute la ville, dans tous les endroits où la ville a été capable de récupérer des données sur la personne. Et de ce fait, être capable aussi également de retrouver les personnes qui ont été aux mêmes endroits pour les prévenir. Donc en exemple, voilà, on va prendre un exemple. J'ai été déclaré positif parce que voilà, j'ai attrapé par exemple le Covid. J'habite dans une smart city. Je l'ai déclaré, donc la ville a été prévenue. Je l'ai déclaré sécurité sociale, etc. La smart city va être capable, au travers de ces différents systèmes, de retracer automatiquement tous mes parcours sur peut-être la semaine dernière. De ce fait, voilà, par exemple, j'ai fait un itinéraire où j'ai été un peu à pied, ensuite j'ai pris le bus et ensuite le métro. La Smart City va être capable de recouper un peu toutes ces données qui existent et identifier que voilà, dans le bus il y avait cette personne qui était près de moi, les avertir. Pareil, au moment où j'ai pris le métro, je suis passé à la borne de métro à cette heure-là. La ville est au courant que sur ces bornes-là, juste à côté, à ce moment-là, il y avait cette personne et cette personne qui sont passées, les identifier et les prévenir aussi, puisqu'ils sont potentiellement cas contact du virus. Ensuite, donc un autre exemple. Donc là, c'est plus une notion de cartographie. Donc là, l'idée, c'est d'établir des zones un peu à haut taux de contamination. Donc là, la ville, voilà, elle est au courant qu'il y a des gens qui sont infectés à certains endroits qu'à d'autres. Et finalement, est-ce que ça pourrait pas être un moyen derrière de concentrer des moyens de lutte contre la pandémie pour la ville en fait. Finalement, l'idée est dans les zones où les efforts doivent être plus importants, on va essayer de les identifier au mieux et derrière de mettre les moyens qu'il faut pour lutter quoi. Typiquement un exemple, voilà, on est dans une smart city, il y a eu pas mal de données recueillies depuis le début de la pandémie. On est au courant que voilà, il y a peut-être une zone particulière où il y a une favorisation de la transmission. On peut imaginer que voilà, les autorités de la ville ils disent bon bah écoutez à cette heure-là essayez d'éviter au maximum cette zone parce que si c'est pas important à éviter puisque c'est une zone qui favorise la transmission. Et dans le même temps, on peut imaginer que renforcer peut-être les contrôles pour les pratiques de distanciation, etc. sur ces zones, puisque c'est là où on a le plus de risques. Donc maintenant, les solutions imaginables, on peut bien sûr penser à la reconnaissance faciale, donc utiliser toutes les caméras qui sont dans la ville pour retracer la personne, détecter celle avec qui elle est en contact et la prévenir. Donc c'est une solution qui est, comme on a vu, qui était un peu existante déjà dans tout ce qui était pays asiatiques. Maintenant, si on prend le cas de l'Europe ou de la France, eh bien c'est quelque chose qui est encore très peu en place, quelque chose qui par exemple va avoir peut-être du mal également à se faire accepter par la population, mais ce sont quand même des solutions émergentes et qui vont peut-être voir le jour dans un futur proche. Donc en reprenant un exemple, on peut dire bah voilà, je suis allé me balader en ville, j'ai acheté un sandwich, j'ai mangé au bout d'un moment, donc j'ai enlevé mon masque, je sais que j'ai croisé telle personne à tel moment,
eh bien la Smart City sera capable de retracer et retrouver ces personnes et les prévenir: «Attention, vous avez croisé, telle personne aujourd'hui, elle nous a été déclarée, positive, donc allez vous faire, tester au plus tôt», et donc briser la chaîne le plus rapidement possible. On peut également imaginer le contournement des zones à risque. Donc avec toutes les données qu'on a accumulées, on sait que certaines zones ont beaucoup d'infections. Eh bien, par exemple, je dois aller faire mes courses. Eh bien, je sais que cette zone, il y a eu beaucoup d'infections dans les derniers jours, dernières semaines. Eh bien, je me dis peut-être que je vais aller faire mes courses ailleurs, peut-être que je vais pas y aller ce jour-ci, et cetera. Donc, ce qui permettrait, de consulter toutes les données, voir les grandes zones infectées et comme le Thomas l'avait dit, renforcer les contrôles à ces endroits, y mettre plus de contrôles. Maintenant, donc maintenant qu'on a vu un peu donc ce qui existe et ce qui pourrait exister, on va essayer de s'atteler un peu sur tout ce qui est limites relatives à toutes les solutions qu'on a mentionnées. On a donc pour ce faire, on a classifié en 3 types de limites ce qu'on va trouver comme limite. Tout ce qui est les limites techniques, donc là des limites qui sont inhérentes aux dispositifs de eux-mêmes finalement. Donc par exemple une difficulté à trouver une métrique ou ce genre de choses. Vient ensuite donc tout ce qui est limites structurelles. Donc là on va plus penser aux limites inhérentes au fait que la Smart City est une structure complexe. Donc par exemple les difficultés d'interconnexion entre des systèmes qui vont peut-être devoir interagir. Et finalement donc les limites qui sont plutôt humaines. Donc là c'est plus des limites où là il y a voilà il y a une opposition de l'homme à la mise en place d'un système. Pour eux, donc alors ça pourrait être pour différentes raisons, mais voilà, c'est une situation où l'homme va se mettre en opposition face à un moyen, parce qu'il considère que, par exemple, ce n'est pas éthique ou ce genre de choses. Donc en première, donc comme je l'ai dit précédemment, en première type de limite, on a les limites qui sont dites techniques. Donc comme on l'a déjà expliqué via la définition, la Smart City a besoin forcément de capteurs, quel que soit leur type, pour capter des données tout simplement. Et ça va forcément amener à des limites. La première auquel on peut penser, c'est le coût des capteurs et de leur installation. Je vais prendre l'exemple d'une caméra thermique, ça a un certain coût. Et à installer, c'est pareil, c'est quand même pas anodin. Directement lié à ça, il y a l'emplacement des capteurs. Typiquement, étant donné par exemple que le budget est limité, on peut pas installer des caméras thermiques à toutes les rues, dans toutes les rues. Derrière vient tout ce qui est contrainte de communication des appareils. Comment est-ce que l'appareil il communique de ses données à une autorité centrale. Et directement lié à ça, en fait, c'est le stockage des données. Comment est-ce que l'appareil va stocker ces données? Est-ce qu'il les stocke en local? Est-ce qu'il les transmet? Et s'il les transmet, comment est-ce qu'il communique avec, etc. Donc je vais maintenant vous parler, des limites structurelles. Donc c'est des contraintes qui sont liées à la structure même de la Smart City, donc c'est-à-dire les différences, critiques entre les systèmes qui interagissent. Donc c'est bien d'avoir installé plein de capteurs, de caméras et cetera, mais est-ce qu'elles sont capables de s'interconnecter? Est-ce qu'elles seront capables de communiquer avec le serveur, où toutes les données seront stockées? Donc par exemple, est-ce que le serveur sera capable également de recevoir des flux vidéo, des visages, une température et cetera? Il y aura beaucoup de données différentes, donc est-ce que le serveur sera capable de tout traiter en même temps? On a également, la sécurité des infrastructures. Donc, elles doivent être connectées à de nombreux systèmes, mais la sécurité doit toujours être maximale. Donc, il ne faut pas que ces données puissent être récupérées par n'importe qui. Ensuite, on a la limite humaine, donc qui est l'une des limites qui sont en quelque sorte la plus compliquée à gérer. Donc, ce sont des limites qui sont liées à l'opposition de l'homme aux solutions proposées. Donc, c'est la résistance du changement. Donc, on peut imaginer, par exemple, en entreprise, vous installez un nouveau système, et bien tous les employés vont pas directement vous dire: «D'accord, c'est bien, je suis d'accord avec le système». Non, vous allez peut-être avoir des personnes, réticentes qui vont dire: «Bah non, j'aime pas ce système, j'ai pas envie de l'utiliser» et cetera. Et bien pour une smart city, c'est à peu près la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. Donc il faut que toute la population accepte, ces nouvelles technologies, ces nouveaux moyens mis en place. Il faut également, qu'ils acceptent le fait que leurs données, du coup, vont être enregistrées, stockées quelque part. Donc c'est pour ça que le point sécurité est important pour eux. Et il faut qu'ils sachent, du coup, que leurs données certaines données peuvent être rendues publiques, ce sont que des données,
minimes tels que leur prénom, leur nom. Donc toutes ces données, ce sont quand même des données personnelles et forcément, certaines personnes ne peuvent pas être d'accord avec ce système et c'est donc là pourquoi la limite humaine est l'une des plus compliquées à gérer. Très bien, donc comme l'a introduit un peu Pierre-Louis, on va maintenant parler de la vie privée, directement liée aux limites humaines sur tout ce qui est mis en place de ces infrastructures. Typiquement, la vie privée, donc la problématique, elle est simple, hein, c'est à la fois concilier pour la Smart City des données qui sont accessibles à tous, et dans le même temps, avoir une notion de données personnelles qui ne soit pas diffusée partout. Ce qui forcément est un peu compliqué. Par exemple, je vais prendre un exemple. En 2014, donc en fait tout ce qui est trajet de taxi dans la ville de New York, ils ont été rendus publics. Donc sous demande de l'autorité de la mairie de New York. Alors évidemment, il y avait évidemment pas les noms et prénoms des personnes qui prenaient ces trajets. Mais le fait est qu'en fait des journalistes ont été capables, même si ces données étaient anonymisées, via des filtres, etc., de retracer le parcours. Alors ils avaient essayé justement de retracer le parcours de célébrités et ils avaient réussi. Donc malgré le fait que on n'avait pas en clair le nom et le prénom de la personne ni leur adresse, des gens avaient été capables de retracer l'itinéraire de personnes précises. Finalement, c'est ce qu'on peut considérer finalement comme une intrusion dans la vie privée et qui, je rappelle, du coup, était accessible à tous. Et donc du coup, pour éviter ça, il faut savoir qu'il y a des contre-mesures qui existent. Une par exemple qui s'appelle la K-anonymité, où l'idée finalement c'est dans un volume de données qu'on va rendre public, par exemple les trajets de taxi. On va s'assurer, tout en ayant un volume de données pertinent, on va s'assurer qu'on ne peut pas filtrer de façon à avoir peu de résultats. On va essayer de densifier le nombre de spécifications pour être sûr de ne pas avoir de données qui deviennent uniques en appliquant des filtres. Ensuite, donc pour ce qui est de la vie privée, alors là on va partir un petit peu sur l'Europe en général. La vie privée en fait c'est tout simplement assez normé, très normé même. Toute entité qui souhaite stocker des données qui sont personnelles doit suivre donc en Europe les principes du Règlement général de protection des données, donc le RGPD. Donc ce règlement est basé sur 4 grands principes. Donc le premier, c'est d'avoir un registre de données enregistré, c'est-à-dire que toute entité qui souhaite stocker des données personnelles, à tout moment, si une autorité de régulation lui demande, elle doit être capable de lui fournir toutes les données qu'elle stocke sur ses utilisateurs. La deuxième, en lien finalement avec la première, c'est de minimiser le nombre de données enregistrées. Ça veut dire que toute donnée enregistrée par une entité, il doit quand même la justifier et au maximum essayer de ne pas stocker des données dont il n'a pas besoin. Enfin, donc le troisième principe, donc là assez logique finalement, et d'ailleurs c'est d'obtenir l'accord de l'utilisateur pour enregistrer ces données. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup maintenant, c'est depuis que le RGPD est imposé, vous voyez beaucoup sur les sites internet accepter tous les cookies avec vous avez l'option de choisir quel cookie on vous stocke. En fait finalement c'est ça. Derrière c'est le registre de données. Et comme la loi l'impose, vous êtes obligé d'accepter vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton accept pour que l'entité soit dans les règles pour stocker vos données personnelles. Et enfin, donc logique finalement, il faut évidemment sécuriser les données de l'utilisateur. Donc l'entité doit suivre des normes de sécurité strictes pour garantir un minimum de niveau de sécurité quant aux données personnelles que l'entité stocke sur ses utilisateurs. Enfin, donc toujours sur la vie privée, on va regarder un petit peu ce qui concerne le stockage de données médicales, puisque bon là, comme on l'a expliqué sur les solutions existantes comme futur, il y a bien des stockages de données médicales. Si on détecte une personne contaminée, on associe bien un nom avec une maladie, ça fait partie des données médicales. En France, donc là on est en France, il faut savoir que stocker des données médicales c'est extrêmement normé. Tout simplement en fait il faut une certification pour avoir le droit de le faire. Une certification qui est basée donc sur la sécurité. Voilà, ça doit suivre des standards de sécurité très très stricts.
La confidentialité, évidemment, puisque ce sont des données médicales. Et enfin, l'interopérabilité. Toute entité qui souhaite stocker des données médicales doit suivre de certaines normes pour pouvoir être interrogée, etc., de façon commune. Donc, qui en France certifie les données médicales? Donc, en fait, c'est 2 entités, mais finalement, c'est une. C'est toute demande d'une entité pour stocker des données médicales s'adresse au ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, lui, une fois qu'il aura validé de son côté, va l'envoyer à la CNIL. Et la CNIL va être en charge entre guillemets, d'auditer l'entité qui souhaite stocker les données et vérifier que voilà tout ce qui est notion sécurité, interopérabilité, confidentialité est bien respecté. Donc alors pour donner des petits exemples, qui en France du coup est autorisé à stocker des données médicales? Donc on a en fait tout ce qui est GAFA déjà, donc Microsoft, Amazon, Google, IBM, et on a d'autres plus petites entreprises comme Thales, Capgemini, OVH ou encore Atos. Alors maintenant, on va déjà arriver à la conclusion de cette présentation. Donc pour petit rappel, on parlait du coup de la problématique de la gestion de pandémie dans les smart cities, plus exactement comment la smart city peut permettre d'automatiser la détection des chaînes de contamination dans un contexte de pandémie. Alors on a pu voir déjà des solutions existantes qui étaient en place, mais principalement dans les pays asiatiques, en Europe, c'est en cours de développement. On pourrait potentiellement voir ces solutions arriver dans nos villes d'ici quelques années, dans un futur proche. La smart city, c'est également quelque chose qui est primordial, car on estime qu'en 2050, environ 60% de la population vivra dans des villes. Donc le fait de gérer une ville de façon smart sera primordial, car il y aura beaucoup de données à accumuler, il y aura également beaucoup de gens à gérer, donc tout devra être parfaitement équilibré. Donc alors après, on peut forcément penser qu'on est un peu sur quelque chose d'utopique, car cela voudrait dire que tous les utilisateurs sont tout à fait d'accord avec le fait que leurs données soient enregistrées en permanence, que leurs données soient parfaitement sécurisées, que personne ne puisse les récupérer. Donc c'est un peu quelque chose quand même d'utopique, mais avec l'avancée des technologies aujourd'hui, on imagine très bien des solutions futures qui pourraient voir le jour et répondre à tous ces besoins. Donc merci à tous de votre écoute et si vous avez des questions, nous vous invitons à les écrire dans le chat. D'accord, ok, super. Désolé. Merci, messieurs, du coup, je disais pour votre conférence sur la pandémie, d'autant plus dans ce contexte de Covid-19. Merci à vous aussi sur le live. Alors, on a quelques petites questions qui ont été posées. La première question qu'on a, c'est pour les Smart Cities, vous citez des projets comme Singapour en Asie, mais est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres projets qui existeraient potentiellement? Alors oui, on a pu en voir quelques-uns, avec par exemple en France, donc on parle par exemple d'Angers, qui a pu installer des milliers de capteurs un peu partout dans la ville. Donc principalement des caméras contre les méfaits, donc sujet qu'on a pu voir hier. On a également eu des capteurs, donc l'humidité, etc. Donc c'était plutôt des projets pour fluidifier la vie dans la Smart Cities avec une meilleure gestion des feux rouges, etc. C'est un des exemples qu'on peut citer en France. Alors merci. Alors j'ai une autre question de Anthony, donc, qui parle par exemple des données de traçage. Il nous dit, imaginons qu'en contexte de pandémie telle que le Covid-19, des États ou entreprises pourraient-elles utiliser des différentes données de traçage en dehors du respect de la vie privée? Alors ça, c'est typiquement le débat. Donc, est-ce qu'on peut concilier la vie privée et dans le même temps lutter contre la pandémie? Finalement, ça c'est un peu un curseur, hein, donc j'ai envie de dire, je pense qu'il y a des États qui prennent peut-être, en fonction de la, on va dire, en fonction de la région du monde, le curseur il est plus ou moins déplacé vers la vie privée ou vers justement le contrôle de la pandémie. À mon sens, alors c'est exemple, je pense par exemple qu'en Europe on est plus orienté vie privée. Et là, je vais prendre l'exemple de la France. Comme je le disais, stocker tout ce qui est données médicales, etc., c'est très compliqué. Alors que dans tout ce qui est pays asiatiques, je pense notamment à la Chine, bon, ils ont une priorité plus pour la gestion de la pandémie. Ils n'hésitent pas à confiner une ville complète
Euh, quitte à la vie privée, etc. C'est pas grave. L'important pour eux, c'est vraiment de lutter contre la pandémie. Mais c'est vraiment une notion de curseur. D'accord, merci. Donc il y a une question qui va rebondir à ça, c'est sans nier l'efficacité d'un tel système de traçage, n'y a-t-il pas une limite éthique à ce procédé? Complètement. Voilà, ouais, typiquement oui, puisque comme l'a dit Pierre-Louis dans sa conclusion, ça revient à être tracé en permanence dans la ville. Et donc effectivement là, ça veut dire qu'il y a une autorité quelque part qui sait à tout instant où vous êtes, hein. C'est un peu le Big Brother, c'est un peu la même notion que Big Brother. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, Pierre-Louis. D'accord, merci pour cette réponse. On a une autre question d'Alexandre qui nous demande retracer le parcours d'une personne ne risque-t-il pas de nécessiter une complexité de calcul trop forte? Et en quoi cela serait plus simple que l'application Tous Anti-Covid? Alors, ouais, forcément, ça demande beaucoup de ressources de mettre de telles solutions en place, mais c'est pour ça qu'on en parle un peu comme un futur utopique. Donc, on imagine que les technologies vont continuer à avancer, donc sont capables de réaliser de telles performances. Et donc, forcément, ça serait plus pratique que l'application Tous Anti-Covid, parce qu'on peut voir en France que c'est une application qui n'est pas forcément trop acceptée, qui n'est pas beaucoup utilisée, donc on récupère pas tant d'informations que ça. Donc là, ça serait une solution plutôt globale qui permettrait à ce que tout le monde soit sous cette application. Mais ça reviendrait, oui, à dire que tout le monde accepte l'application, par exemple, Tous Anti-Covid, et l'utilise en permanence. Finalement, ouais, même pour continuer, en Tous Anti-Covid, il est basé sur l'utilisateur. Donc là, c'est l'utilisateur qui fait l'action l'action de se rendre disponible, de se rendre disponible, et c'est pas exclu que par exemple une personne n'ait pas Tous Anti-Covid, son téléphone n'ait plus de batterie, etc. Là, avec un traçage global, c'est certes très compliqué à mettre en œuvre, mais si ça existe et c'est accepté, euh, c'est fiable à 100% dans le sens où tout le monde est reconnu et on peut très précisément identifier avec qui a été en contact avec qui. Merci bien pour cette réponse. Il y a encore une autre question. Donc, c'est l'utilisateur Anthony qui nous le demande. Est-ce que les solutions dans les smart cities ont-elles reçu un frein dû à la pandémie actuelle dans leur développement? Alors, un frein, je ne pourrais pas forcément dire un frein. Alors, forcément, il y a eu des complications parce qu'on ne pouvait plus se déplacer de la manière qu'on le souhaitait. C'était déjà plus compliqué. Mais également, ça a eu quelques avantages. C'est qu'il y a beaucoup de technologies qui ont été utilisées. Et donc, on a eu certaines avancées également. Donc, ça a été un frein pour la mise en place. Mais en même temps, d'un côté, tout ce qui est solution, on a eu une avancée. Donc, c'est un peu, comment dire, du 50-50 finalement. D'accord, merci. On a une question de Jean Clément alors qui rebondit sur la question précédente en demandant du coup si le développement de ces solutions a un coût pour la ville et dans le cas où ce serait oui, comment peuvent faire du coup les petites villes pour financer un tel projet? Donc forcément, il y a des coûts. Donc, tout ce qui va être la mise en place de tous les capteurs, on en avait un petit peu parlé justement, que ça avait forcément des coûts. Pour les petites villes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on peut imaginer que justement, si c'est pour la gestion de cas de pandémie, on aurait potentiellement des aides de l'État qui viendraient apporter un soutien financier ou peut-être même des solutions directement. Pour rebondir après sur les plus petites villes, à mon sens, c'est moins nécessaire dans le sens où il y a moins de brassage de population. Je vais prendre une ville, par exemple comme Paris ou Lille, ou enfin voilà, une grande ville quoi. Euh, Ces moyens, alors ils seront plus facilement à trouver parce qu'il y aura plus de budget, mais en même temps il y aura plus de brassage de population, donc ils seront plus efficaces. Ça aura forcément un meilleur taux d'efficacité. On a une question qui va rebondir sur la question de... C'est la première, je crois. Ouais, celle où on parlait de curseur. C'est au final une transposition du curseur sécurité-liberté habituel, non? Je pense que ouais, on peut dire ça comme ça. C'est typiquement, ouais, voilà, clairement. C'est la santé au prix de la sécurité. D'accord. Et on a Romain du coup qui rebondit sur sa question concernant l'application. Il demande si cette appli est une bonne solution, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus utilisée que cela et comment vous préconiseriez ou vous conseillerez vous l'utilisation de cette application? Qu'est-ce que vous ferez? C'est-à-dire que, alors pourquoi elle n'est pas beaucoup utilisée? C'est en fait la même notion, c'est-à-dire que c'est pas imposé. Donc ça revient sur cette histoire de curseur, hein. Si tout le monde, c'est vrai que finalement, si on y pense, si on imposait à tout le monde d'utiliser l'application tout le temps, ça, forcément, elle aurait plus d'efficacité.
Du coup, donc pourquoi les gens n'utilisent pas ça? Bon, bah, parce qu'il y a diverses raisons. Et tu peux me rappeler la deuxième partie de la question, s'il te plaît? Comment préconiseriez-vous ou conseilleriez-vous cette utilisation? Et bah, préconiser, bah, c'est tout simplement c'est de l'utiliser et puis voilà, genre il n'y a pas beaucoup plus à dire là-dessus. Je pense qu'un peu un des soucis qu'on peut rencontrer, c'est que justement, quand on dit à toutes les personnes, eh bien, utilisez ça parce que c'est une bonne chose à faire. En général, il y aura toujours des personnes qui se diront, bah, on m'a dit de le faire, donc j'ai pas forcément envie de le faire. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que ça va revenir à jouer avec la mentalité des personnes. Donc les forcer à utiliser l'application, je pense que ça serait pire, dans le sens où ils se diront, bah voilà, j'ai pas le choix, mais ça m'embête et ils trouveraient toujours un moyen de contourner cette loi. Donc comment préconiser exactement, je saurais pas trop comment y répondre, mais je pense que c'est une bonne partie, comme on en parlait, les limites humaines qui jouent beaucoup dans ce genre de situation. D'accord, merci à vous. C'est tout pour les questions du coup de ce côté-là. On a terminé. Donc merci à vous, messieurs, encore Merci beaucoup. pour votre présentation sur la pandémie. On Merci de va votre faire une écoute. petite pause et on se retrouve ensuite à 11 h pour une présentation de Romain Brunelot. Merci à vous.